Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce sommet de l'inclusion économique, deuxième du nom, une édition entièrement consacrée à l'impact. Alors pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient, comment, comme pour n'importe quel autre sujet, eh bien on mesure. Une fois qu'on a dit ça, comment on le fait? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Démonstration avec notre prochaine table ronde présentée par ma consoeur Edwige Chevrillon. Bonjour Edwige. Bonjour. À la tête de la grande interview de BFM Business et éditorialiste sur BFM. À charge pour vous, Edwige, de répondre avec vos intervenants à ces questions jusqu'à 11h42 à peu près. À 42, on va essayer d'être précise. Bonjour à tous. C'est vrai que vous êtes très nombreux, il faut dire que le sujet est très intéressant. On va parler du sujet, je dirais presque le sujet qui fâche, puisqu'on va parler de la mesure. Est-ce qu'il faut mesurer? Comment? Est-ce que c'est pas prohibitif? Est-ce qu'il faut au contraire aller très loin? Je ne sais pas, on parle parfois de quotas. Est-ce qu'il faut inclure des mesures de performance liées justement à l'inclusion et à la diversité? On va en parler avec des experts, avec des chefs d'entreprise qui vont nous faire un retour d'expérience. Alors tout de suite, je vais d'abord vous présenter Hubert Côté, qui est à mes côtés, c'est le cas de le dire. Bonjour Hubert, merci d'être là. Workday, en un mot, c'est éditeur de solutions informatiques couvrant les ressources humaines dans au sens large du terme, la finance et aussi les outils de planification. À vos côtés, c'est un chef d'entreprise, c'est Jérôme Alassine. Et Jérôme Alassine, il est le patron de Sonépar France. Sonépar, on connaît peu, et pourtant, je crois que c'est le plus grand groupe privé français avec un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards. Merci d'être avec nous. Merci Edwige. Et on parlait de transition énergétique. Oui, et au vous êtes milieu au de transition énergétique, puisqu'on est distributeur de matériel électrique. À vos côtés, quelqu'un, je ne sais pas si, j'imagine que beaucoup de gens la connaissent évidemment, c'est Mariam Katab de Mosaïque RH. Bonjour Mariam. Bonjour. Vous êtes un peu chez vous ici. Vous allez d'abord nous expliquer un peu la mesure, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, parce qu'on sait que c'est évidemment encadré, heureusement. Et puis après, vous nous ferez part de comment vous voyez des solutions pour faire progresser, parce qu'on va essayer de quitter un peu la communication, tout le côté un peu voilà, marketing de ce sujet pour voir comment on peut faire évoluer les choses. À vos côtés, c'est Jean-François Conan, qui est directeur de l'impact social chez ADECO. On a déjà parlé d'ADECO. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Oui. C'est vrai ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi? Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. J'enlèverai pas liberté, égalité, fraternité, moi, personnellement. Vous rajouterez formation. Voilà, tout à fait. À vos côtés, Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette. On connaît plus les Galeries Lafayette. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Edwige, merci. La Galerie Lafayette, c'est combien de personnes? 15 000 pour le groupe Galerie Lafayette. D'accord. Et à vos côtés, lui, il a aussi un poste très important parce que Nestlé, on connaît tous, grande multinationale. Lui, il est le DRH de Nestlé. Bonjour, Adil Bézard, merci d'être là. Une expérience très importante parce qu'en plus, il y a le côté un peu international, et on va avoir un côté un peu de comparaison. Mariam Katab, je disais, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans la mesure? Alors, c'est vrai que sur cette question de la mesure, il y a parfois des idées reçues. Donc, je pense que si on pose la question aux gens dans la salle, peut-être beaucoup diraient qu'on n'a pas le droit de mesurer, notamment la diversité des origines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques ethniques sont interdites en France. Ça, c'est vrai. Quand on dit statistiques ethniques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est interdit aujourd'hui en France de tenir un fichier avec nominatif, donc avec le nom des personnes, et de classer les personnes en fonction de certaines catégories. Leur origine, leur orientation sexuelle, etc. Ça, c'est interdit en France. En revanche, ce qui est possible, c'est de faire passer des questionnaires et de poser un certain nombre de questions. Et là, on peut aller très très loin dans les questions. On peut demander aux personnes de s'autodéclarer. Par contre, il faut en effet, pour respecter la loi, respecter 3 conditions: le consentement, la confidentialité des données, et puis faire en sorte, en effet, que ces données ne soient absolument pas nominatives. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a les moyens de mesurer. D'ailleurs, les entreprises ont déjà un certain nombre d'indicateurs. Donc, les personnes, les DRH aujourd'hui peuvent notamment mesurer l'égalité professionnelle. On a les données sur l'âge, on a les données sur le handicap. En revanche,
le point sur lequel il faut absolument clarifier les choses et dire qu'il est possible de mesurer, c'est le point sur la mesure de la diversité des origines. Donc ça, aujourd'hui, c'est très important et on va en parler. On va en parler évidemment pendant 3 quarts d'heure, j'ai bien compris le message. Hubert Côté, Workday, c'est une société qui a été, je crois, créée en Californie en 2013, en 2007 encore plus. Et donc, ça fait aussi une grosse dizaine d'années que vous êtes en France. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette table ronde, que très important de mesurer les performances, parce que quand il y a de la diversité, quand il y a une politique de diversité, d'inclusion dans une entreprise, eh bien, ça améliore la performance. Donc, peut-être pouvez nous dresser d'abord une petite radiographie, ça serait intéressant. Oui, alors déjà, on s'est basé, nous, sur une étude qu'on a menée l'année dernière à l'échelle européenne et cette année à l'échelle mondiale, justement sur les politiques de diversité et d'inclusion. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même pour l'auditoire. Ce qui ressort de cette étude, donc auprès de 3000, on va dire, populations RH dans le monde et 300 en France, c'est que les investissements sur la diversité pour 25% d'entre elles vont s'accroître et pour 47% d'entre elles, elles vont continuer et se maintenir. Mais ce qui est assez intéressant dans ce qu'on a pu récolter, c'est qu'un des enjeux justement qui est remonté, c'est que 30% des organisations ne se sentent pas très à l'aise avec la fiabilité des données qu'elles possèdent aujourd'hui. Et 60% d'entre elles disent que c'est un axe d'investissement au travers de plein de systèmes, hein, dont la technologie, pour justement mieux définir quel est le point de départ de la réalité de la diversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur des candidats. Mais alors, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, et ce que je tenais à partager avec vous, c'est que c'est la première fois par rapport aux études précédentes que le sujet de la diversité est relié à la notion d'attractivité, de rétention des talents pour 41% des entreprises. Et ça, je pense que c'est un signe super encourageant, parce que déjà, ça montre qu'on n'est plus simplement dans la bien-pensance, mais qu'on est dans le bien-penser de la fondation de la compétitivité des entreprises pour demain. Et donc, le besoin de ces entreprises à capter de la donnée, elles ont compris que ce n'était pas simplement voilà, une politique générale, un système de valeurs, mais que ça allait avoir un impact extrêmement important sur leur capacité à se développer. Et dès qu'on revient sur la politique d'attractivité autour de la notion des talents, et nous on est un observatoire assez privilégié de la guerre des talents qui s'opère sur le marché, quelles que soient les entreprises, leur taille, leur industrie et leur géographie. Il faut bien comprendre que la jeune génération, ou les jeunes générations, choisissent aujourd'hui beaucoup plus leur employeur que l'employeur ne les choisit. Et dans les critères de choix et d'attractivité, la notion des valeurs est hyper importante. Donc les candidats attendent des organisations qu'elles soient engagées d'un point de vue sociétal, alors que ce soit l'environnement, mais aussi la politique sociale et la diversité, pour embarquer dans le projet professionnel. Et donc, les candidats demandent un certain nombre d'indicateurs, et plus qu'un système de valeurs, qui pourrait être une communication institutionnelle, elles demandent des faits concrets. Et donc, pour attirer ces talents, il faut savoir mettre en face des chiffres, il faut savoir mettre en face des politiques, et surtout la manière dont ces politiques progressent, et l'efficacité est importante. Donc, il y a un premier point de vue, c'est quelle est la photographie, d'où je pars. Oui. Ensuite, il faut savoir expliquer comment je progresse. Et là, on intervient sur un certain nombre de leviers. Un des leviers que beaucoup d'intervenants a évoqué, c'est bien entendu la formation. Parce que c'est bien que la direction générale impulse une direction sur les sujets de diversité, mais on sait très bien que la maille nécessaire, c'est le manager opérationnel. Enfin, c'est les opérationnels dans l'organisation. Donc, il faut d'abord informer les gens sur pourquoi la diversité est importante au-delà de l'aspect social et presque philosophique, que ça a un impact sur la performance. Et il faut ensuite former les gens sur la gestion des biais. On a tous des biais à des degrés différents, sur des sujets différents. Donc, accompagner l'organisation sur comment, quelque part, intégrer la diversité du recrutement, l'onboarding, la formation et le développement des talents, pour que ce soit par capillarité, ça devienne une politique efficace et opérationnelle. Le deuxième point, une fois qu'on a formé les gens à ces sujets, on a sensibilisé les opérationnels sur l'importance que ça revêt. Ce qu'on constate aussi, ce que nous disent les organisations avec lesquelles on travaille, c'est comment je mesure l'impact de ces politiques sur mon organisation. Et donc comment j'écoute un peu mes collaborateurs, parce qu'ils sont rentrés chez moi avec un système de valeurs, et pour que ces valeurs soient incarnées, mais au fait, quelle est l'efficacité de l'ensemble des politiques et des investissements que je suis en train de
de mener. Et donc pour ça, il faut écouter sur, alors bien sûr, quelle est la représentativité de cette dimension-là, mais aussi la détection des signaux faibles sur les biais potentiels ou les discriminations indirectes qui pourraient s'opérer dans l'organisation. Donc à la fois pour prendre le pouls en permanence de la manière dont la diversité s'insère dans notre organisation, et puis aussi apporter des politiques correctives, soit sur ce qui ne fonctionne pas, soit sur ce qui pourrait fonctionner mieux. Juste un point, est-ce que vous voyez une amélioration? Alors il y a une amélioration. Est-ce que vous êtes optimiste? Alors moi je suis super optimiste. Ouais. Alors déjà parce qu'on a compris que derrière, encore une fois, le bienfait idéologique de la diversité et des valeurs qu'on porte, il y a juste un impact sur la performance. Et c'est ce qu'on va voir justement avec des témoignages de chefs d'entreprise après vous. Merci beaucoup Hubert Côté. Nicolas Houzé, en plus les Galeries Lafayette que vous dirigez, c'est une entreprise à culture familiale, donc c'est intéressant aussi de voir comment ça s'inscrit dans une entreprise très familiale. Vous dites souvent, je crois, ce qui se mesure s'améliore. C'est la première fois, je crois, que vous intervenez sur ce sujet. C'est intéressant d'avoir un patron qui dirige et qui vient témoigner de ce qu'il fait. Comment est-ce que vous mesurez aux Galeries Lafayette et comment cette politique, vous avez le sentiment qu'elle améliore la performance des Galeries Lafayette? Vous avez raison déjà de rappeler que c'est une entreprise familiale. Ça fait plusieurs générations déjà que nous faisons ce métier magique qui est celui des grands magasins. Et nous avons pour vocation d'être un moteur et un véhicule d'inclusion. On est présent dans 60 grands magasins à travers le territoire français, 10 en dehors de nos frontières. Et le commerce, puisque ça reste un métier de commerce, c'est aussi un moyen d'ascenseur social très important. On est aujourd'hui programmé, ou en tout cas on fait en sorte d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils aillent le plus loin possible. Alors mesurer, c'est jamais évident. Les mesures sont toujours, ça a été évoqué, compliquées à réaliser. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir surtout un climat social, d'avoir des collaborateurs qui se sentent à l'aise et qui sont heureux de venir travailler quotidiennement. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui facile, ou en tout cas plus facile de le dire en 2022 après les années qu'on a traversées. Et aujourd'hui, en tout cas, le constat est que le climat social est important et c'est aussi une des mesures qu'on doit avoir de cette inclusion, de faire en sorte que tout le monde se sente bien quand ils viennent travailler aux Galeries Lafayette ou au BHV Marais, puisque c'est aussi la deuxième enseigne que je dirige. Comment est-ce que vous mesurez? Qu'est-ce que vous mesurez? Vous me disiez qu'il faudrait une mesure un peu commune qu'on retrouve un peu partout. Je ne sais pas si c'est possible. Je poserai la question peut-être à Mariam Kattab ou à Hubert Côté tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour aller encore plus loin? Alors c'est vrai que les mesures, c'est toujours un peu difficile. On peut mesurer le taux de travailleurs de plus de 50 ans. Aujourd'hui, on a quasiment 40% de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans. On peut mesurer l'égalité homme-femme. On est à un indice qui est à 94, c'est bien. Ce qui est important, c'est évidemment la photo à un instant T, mais c'est surtout le film qu'on propose. C'est surtout la projection qu'on peut donner à l'ensemble de nos collaborateurs et qui doit nous permettre de progresser et surtout d'aller chercher de la performance économique, parce qu'au final, c'est ça la mesure la plus importante qu'on considère et qu'on regarde. C'est aussi la performance économique qu'on va réaliser à la fin de l'année. Et comment est le ressenti? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un ressenti positif? Parce qu'on peut dire, attention, j'ai peur d'être catalogué. Qu'est-ce qui vous remonte? C'est des baromètres internes qui sont réalisés qui sont réalisés annuellement et qui nous permettent justement de jauger et d'évaluer le sentiment et l'état d'esprit de nos collaborateurs vis-à-vis de ces questions qui sont évidemment très importantes. Et si on regarde le top management de la Galerie Lafayette, est-ce qu'il y a, c'est vrai que c'est familial, mais il y a combien de personnes issues, je déteste ces expressions, mais enfin il faut quand même le dire parce qu'il faut appeler un chat, issues de la diversité, des hommes et des femmes? Dans les instances dirigeantes, c'est 50% de femmes qui sont aujourd'hui représentées aux Galeries Lafayette. Plus de 60% des cadres de l'entreprise sont des femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est une autre mesure aussi qui est importante, c'est que 36% des cadres de l'encadrement de l'entreprise sont entrés, soit employés, soit agents de maîtrise. Donc il y a une vraie promotion qui est importante et qu'on veut continuer dans le temps. Si vous aviez un souhait ici, si vous pouvez demander de l'autre côté de la cour, je ne sais pas, à un ministre, vous lui diriez quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Il faut continuer, des journées comme celle que nous avons aujourd'hui. Ce sommet de l'inclusion économique est évidemment un point important. C'est la deuxième année. Il faut que ça continue, il faut que ça prenne. Et je crois qu'on est dans la bonne direction. En tout cas, c'est ma conviction, c'est la conviction de l'équipe dirigeante
des Galeries Lafayette qu'aujourd'hui, des choses sont en train de se passer et que cette inclusion est en train véritablement de devenir quelque chose de prépondérant dans l'entreprise. En tous les cas, je peux témoigner que vous avez une DRH qui est très, très impliquée sur cette question-là. Nous avons eu des discussions homériques sur la question de la diversité. Adil Beza, vous, ce qui est intéressant, c'est, je disais, c'est l'action d'une multinationale. Parce qu'au niveau mondial, c'est combien de personnes, Nestlé? À peu près 241 000 personnes. Et en France? Presque 10 000. Ouais. Comment est-ce que vous... qu'est-ce que vous me dites, il ne faut pas avoir tout de suite une politique quantitative, une mesure quantitative. Il faut d'abord qu'il y ait une culture qui s'installe au sein de l'entreprise et après, ça peut devenir quantitatif. Expliquez-nous où sont les freins, peut-être les blocages. Je dirais que comme il y a beaucoup de débats sur l'utilisation ou pas de quotas et que c'est une éternelle discussion finalement, ce qu'on a considéré comme étant important, c'est de construire l'environnement favorable à développer une culture inclusive et de faire en sorte que chacun et chacune puisse être soi-même, que chacun et chacune puisse trouver sa place, que chacun et chacune puisse contribuer à la société. On a eu une approche je dirais en 2 temps. La première, c'était vraiment de construire la culture, développer nos pratiques, mettre en place nos process, avoir des politiques qui répondent à ces enjeux. Et quand on a fait rentrer ça dans l'ADN de l'organisation, ensuite, l'approche, elle est plus perçue comme une approche contrainte. Elle est perçue comme une approche de progression. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui fait la différence. On n'a pas voulu avoir une approche quantitative pour contraindre. On a voulu construire un environnement qui permettait ensuite d'aller plus loin avec la mesure qui permette justement de progresser. Et est-ce qu'il y a dans les critères de performance du top management, est-ce que justement ces critères-là sont inclus dedans? Oui. On Et a pour des combien? objectifs. Est-ce que c'est 0,001% ou c'est quand même un pourcentage significatif? Non, c'est une part importante c'est la 3e priorité. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'est une des 3 grandes priorités du groupe dans le monde. C'est l'une des priorités principales de Nestlé en France. Mais je voudrais revenir aussi sur la déclinaison un petit peu de l'approche, puisque quand on a parlé de culture, que c'est rentré dans l'ADN de nos managers, de l'ADN de nos entités, on a besoin d'aller un tout petit peu plus loin. Et on sait que Nicolas disait que ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Nous, on est intimement convaincus que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, d'une certaine façon. Et que la mesure, c'est une compétence. La mesure, c'est un véritable savoir-faire. Que ce savoir-faire-là, on l'a observé dans nos équipes les plus performantes. Et je suis persuadé que dans les entreprises qui sont à cette table et parmi l'audience, on voit bien que les équipes les plus performantes sont celles qui arrivent à mesurer leur performance. Du coup, il est vraiment primordial de pouvoir factualiser, chiffrer, contextualiser, surtout valoriser, puisque quand on parle de diversité, d'inclusion, on est souvent sur des sujets peut-être perçus comme étant intangibles pour certains chefs d'entreprise. Et quand on est dans un monde où le retour sur investissement est le facteur clé de la décision, valoriser, c'est important. Donc là-dessus, c'est l'approche qu'on a choisie chez Nestlé, c'est d'avoir trois axes clés. Le premier, mon collègue de chez Workday l'a dit, il faut avoir une photo. Il faut faire la photo à l'instant T de nos thématiques diversité et inclusion. Nous, on a décidé de travailler avec un partenaire externe, un tiers de confiance qui puisse qui n'est pas Workday, mais qui est un autre. Qui n'est pas Workday, mais je vais le citer. C'est la startup Mixity qui nous a évalué, qui a mesuré notre empreinte. On l'a dit aussi, c'est un enjeu d'attractivité. Donc, au travers de cette plateforme, on donne accès à nos résultats. On est dans un monde de la preuve. Donc, au-delà des grands propos corporate, on peut apporter au travers de cette plateforme une véritable preuve de ce qu'est la diversité et l'inclusion dans nos organisations. Et dernier point, cette photo elle est statique, on a voulu la rendre dynamique pour pouvoir avoir une efficacité opérationnelle beaucoup plus forte. Et le dynamisme, c'est quoi? C'est d'utiliser la techno, encore une fois, pour avoir des tableaux de bord qui s'auto-alimentent des mouvements de personnel et qui surtout permettent à nos managers, à nos DRH d'être équipés pour piloter et aller encore plus loin dans le progrès. Juste un point sur... Vous mesurez quoi? Des questions sociétales? Vous allez, je ne sais pas, est-ce que vous disiez le nombre de LGBT? Est-ce que jusqu'où vous allez dans la mesure? Alors, on mesure tout ce qu'on a le droit de mesurer. Oui. Et parfois, il faut savoir un petit peu profiter, je dirais, du cadre légal dans lequel on opère. On a notamment, puisque Myriam l'évoquait sur la difficulté des origines sociales et multiculturelles, on a intégré l'initiative des entreprises du Pacte, qui nous permet d'avoir de la mesure sur l'origine du territoire,
avec le croisement des données liées au domicile. Ça nous a vraiment permis de progresser puisque en cette année 2022, on est passé à 22% de nos stagiaires alternants issus des quartiers populaires de la ville ou des zones de revitalisation rurale. Et ça a été un véritable accélérateur. Merci de ce témoignage. Jérôme Alassigne, directeur général de Sonepar pour la France. Vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, moi je suis dans la mesure, mais dans la mesure de l'adhésion. Je ne veux pas tout mesurer. Donc vous avez une approche un peu différente, ou alors vous rejoignez ce que disait d'abord Hubert Côté, s'il faut d'abord que la culture de l'entreprise s'adapte justement à cette question. Totalement. Sonepar, par ADN, promeut la diversité et l'inclusion. Notre motto, c'est « Powered by Difference ». Donc c'est déjà dans l'ADN de l'entreprise, et comme vous l'avez dit, on est un groupe familial très très particulier, extrêmement particulier, et très ancré dans les territoires. On a aujourd'hui sur la France 450 agences et 45 000 collaborateurs à travers le monde. Donc cette notion-là, on en est parfaitement conscient. Je pense que la première des choses, et je reviendrai sur votre point, la première des choses, c'est de définir une vision extrêmement claire. Et nous l'avons défini au travers de notre plan stratégique. On a un plan stratégique sur 5 ans qui s'appelle le plan Impact. Et puisqu'on parle justement d'impact au travers de diversité et d'inclusion, on est totalement en ligne par rapport à cela. Le deuxième point, c'est évidemment le mettre dans les objectifs de nos managers. Et aujourd'hui, vous avez totalement raison, et c'est une des difficultés que nous avons. Les mesures, elles sont relativement faibles et on est très dans le vouloir. On a difficulté à mesurer. Par contre, ce que nous avons fait, on a lancé une initiative qui s'appelle Mission Inclusion. C'est un micro e-learning extrêmement simple à destination de nos managers. Et l'objectif, c'est au travers de cette formation, de les aider à comprendre ce que c'est exactement l'inclusion et la diversité, notamment dans leur management quotidien. Et ça nous permet, nous aussi, bien évidemment de manière anonyme, de voir quels sont nos axes de progrès. Et je vais vous donner un exemple. Autant on est extrêmement satisfait sur l'aspect genre, homme-femme, autant sur l'aspect évidemment origine, mais aussi sociétal, âge est une difficulté. Donc ça nous permet, nous, de travailler sur cet aspect-là. Et c'est vrai que cette notion d'adhésion, elle est pour moi absolument essentielle, plutôt que de simplement, et je me compare à mes collègues américains, extrêmement dogmatique, et je pense que ça a beaucoup plus d'effet. Et notamment cette adhésion-là, on la retrouve autour d'actions que nous demandons à nos managers de lancer. On a lancé un partenariat avec l'école Gustave qui facilite la réinsertion notamment des travailleurs, et aussi de créer cet écosystème. Nous avons 450 agences réparties à travers le territoire qui s'adressent à plus de 100 000 clients qui sont en majorité des hommes, bien évidemment, mais qui sont extrêmement intégrés dans leur tissu économique, quel que soit l'endroit, dans des endroits beaucoup plus défavorisés, bien évidemment. Et notre job, c'est de favoriser cet écosystème-là, et je pense que c'est absolument essentiel. Et je pense que ça participe à l'adhésion de nos équipes autour de ce projet. Il faut d'abord l'adhésion, c'est ça qui est intéressant dans votre démarche. Jean-François Conant, vous êtes justement en charge de l'impact social chez Adecco. Jean-Hervé Lorenzi en parlait tout à l'heure. En plus, je crois que j'ai vu une annonce juste avant de quitter hier BFM. Vous avez annoncé pour 2023 30 000 recrutements inclusifs au niveau d'Adecco. Expliquez-nous, vous, comment vous travaillez, comment vous voyez les choses, comment vous formez aussi, parce que la formation est évidemment très importante dans votre métier. Alors, je vais vous répondre sur ce point-là, mais pour moi, il y a quand même un sujet qui me semble indispensable de reposer, c'est que quand on est acteur du marché de l'emploi comme on l'est, enfin, on a un job formidable, hein, on a des entreprises qui ont des besoins et des personnes qui cherchent un boulot. Et notre travail, c'est réunir les deux. Et le sujet de la discrimination, moi, je ne peux pas parler de diversité, je ne peux pas parler de performance ou de mesure sans dire qu'on doit d'abord lutter contre toutes les discriminations. Et c'est un enjeu qui est colossal. Il faut une direction très alignée là-dessus, très ferme. Il faut de la formation pour les équipes. Il faut l'accompagnement des situations, parce qu'on n'est jamais à l'abri de situations particulières qu'on doit traiter. Et il y a des victimes à accompagner. Et on mesure la performance de cette lutte contre les discriminations. Donc ça, pour moi, c'est un des fondamentaux pas de diversité sans avant une lutte contre les discriminations, de la rétablissement de l'égalité de traitement, et après
la conséquence positive, c'est la diversité. Les mesures, aujourd'hui, on les utilise quasiment toutes. On a été une des entreprises qui a expérimenté l'index diversité et inclusion, qu'on a trouvé assez intéressant en fait, hein, parce qu'il était dans le questionnement de nos collaborateurs sur leur ressenti. On n'était pas dans du quantitatif, mais on était dans une approche qualitative qui était très intéressante. Les résultats sont bons, tant mieux, mais peu importe encore une fois les résultats, on a eu à des moments des résultats sur l'index égalité pro, des résultats qui nous ont déçus sur certaines business units du groupe. Ça nous a permis d'agir. Voilà. Pour moi, la mesure, elle a de sens qu'à partir du moment où on se donne un objectif. Vous parliez tout à l'heure des quartiers politiques de la ville. 10% des intérimaires chez ADECO sont résidents des quartiers politiques de la ville. Ça fait 50 000 personnes. Et alors? C'est normal. Aujourd'hui, le taux de chômage dans les quartiers politiques de la ville est supérieur à celui des autres parties de la France. L'intérim est un bon moyen d'accéder à l'emploi, donc c'est assez logique. Ça serait grave d'ailleurs qu'on n'ait pas ce taux de surreprésentation. Et donc du coup, c'est comment on peut faire plus. C'est ça qui nous semble intéressant. Oui. D'où les 30 000. J'en viens là où on essaye de se fixer des objectifs avec une ambition. C'est plus 25%, on ne part pas de zéro recrutement inclusif, c'est plus 25%. C'est en grande partie avec un réseau spécialisé, parce que l'inclusion, ça demande à des moments des approches spécialisées. C'est le réseau ADECO Inclusion qu'on a créé avec des partenaires de l'économie sociale comme le groupe ID ou le groupe Vitamine T. Et puis c'est en effet des personnes en situation de handicap. C'est 15 000 hein, sur la partie réseau ADECO Inclusion. Ça sera aux alentours de 8 000 pour la partie 7 000 pour la partie handicap, et puis probablement dans les 8 000 pour les personnes en alternance. Et là aussi, vous l'avez évoqué, la formation est indispensable si on veut réaliser une inclusion qui dure en fait. Pas simplement mettre à l'emploi, mais équiper la personne pour qu'elle soit autonome sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. On va continuer le tour de table, peut-être le terminer avec vous, Mariam Khattab, parce que donc vous, je disais, vous dirigez Mosaïque RH. Qu'est-ce qui vous a frappé en entendant les témoignages de 3 chefs d'entreprise, un DRH d'une multinationale, un expert Workday avec une culture très forte? Qu'est-ce qui vous a frappé? Et vous, quelles sont les actions qu'il faut mener? Alors, moi, ce qui me... Vous avez le droit de dire « j'ai pas aimé hein, », vous avez le droit. Hein. Non. On n'est pas là pour faire Je vais commencer par du hein, positif. Non, moi, ce que je trouve vraiment très positif, c'est que tous ces messieurs sont d'accord sur le fait que la mesure, ça apporte quelque chose. Ça apporte des indicateurs. C'est une démarche de progrès. Adil disait, ça permet de progresser, mesurer pour progresser. Et ça, je pense que c'est très positif. Et je vous assure qu'il y a quelques années, on n'en était pas là. La question de la mesure ne se posait pas. On parlait beaucoup de lutte contre les discriminations, c'est vrai. On parlait d'égalité de traitement, on parlait d'égalité des chances. Mais mesurer, objectiver et savoir est-ce qu'une organisation est représentative ou non de la diversité, voilà, le sujet n'était pas aussi posé. Donc là, moi, je trouve que c'est je trouve que c'est un gros point positif. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 types de mesures. Il y a une mesure quantitative et il y a une mesure qualitative. Et donc, on a beaucoup de démarches qui sont tournées vers le quali, vers l'analyse des perceptions. C'est vrai que c'est plus facile. On va dire qu'on a plus d'outils pour pouvoir recueillir la perception des collaborateurs et pour savoir est-ce qu'ils se sentent inclus ou pas dans l'organisation. C'est un bon point, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que c'est important de travailler sur les perceptions, mais travailler sur les process et savoir si dans une organisation, bien sûr, est-ce qu'on a ou pas de la diversité et est-ce qu'on en a partout? Parce que la diversité, ça doit être à tous les niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est vrai que le quanti peut répondre à ça. On a parlé de photographie tout à l'heure.
avoir en démarrage d'une action, d'une démarche, la photographie de son organisation et savoir si on est représentatif de la diversité, si on en a, où elle est représentée, où elle n'est pas représentée, identifier les déséquilibres, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le quanti qui répond. Et en effet, on peut poser des questions de manière assez ouverte. On peut poser des questions sur l'orientation sexuelle, on peut poser des questions sur le genre, sur l'origine ethnique, vraiment toutes les questions. Et ça, moi, je pense que il faut encourager cette mesure-là pour pouvoir savoir où sont les écarts sur lesquels il faut mettre en place des actions correctives. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, on change une culture en faisant en effet beaucoup de communication, en faisant de la sensibilisation, mais l'impact que nous cherchons tous aujourd'hui, c'est de changer les pratiques. Parce que lutter contre les discriminations, rétablir une égalité de traitement, ça passe par le changement de pratique. Et pour faire le changement de pratique, il faut savoir, pourquoi je ne suis pas représentatif de la diversité. S'il n'y a pas de personnes issues de la diversité parmi les dirigeants, on en parlera cet après-midi. Pourquoi ? Voilà, important de comprendre. Et une minute, pardon, excusez-moi. Une minute. Et ça, pourquoi, pour répondre à la question pourquoi, il faut passer par une analyse des processus internes. Et donc, il faut aller regarder comment l'organisation recrute, comment elle mène sa politique de mobilité interne, l'évolution de carrière, quels sont les critères qui sont utilisés pour promouvoir. Et ça va permettre d'expliquer la photographie qui ressort quand on fait de la mesure quanti. J'insiste vraiment sur ce point d'analyse des process parce que sinon, on risque de mettre en place des actions qui ne sont peut-être pas adaptées ou de passer à côté des écarts, des déséquilibres qui sont trop importants. On a vu que, alors on a parlé aussi de quotas. Je pense que sur la question notamment de la diversité des origines, on n'a pas besoin de passer par les quotas. En se fixant des objectifs, et certains l'ont fait, certains ont pris en target de recruter plus dans les quartiers politiques de la ville, et ça marche. Donc la photographie quanti permet d'analyser les processus et de les équilibrer. Et puis, ça permet aussi de fixer des objectifs pour durer. Parce qu'on a intitulé cette plénière mesurer la diversité pour progresser et durer. Mais alors la table ronde, malheureusement, en plus, on nous a grignoté quelques minutes. Merci beaucoup, Mariam Khattab. Rapidement, conclusion. Je commence par vous, Hubert Côté. Quota, pas quota. Vous êtes pour les quotas, oui ou non? Après, c'est un peu basique, je reconnais. Vous êtes pour ou contre? Alors, oui ou non? Non, oui ou non? Plutôt oui au début, et le plus vite on s'en libère, et le mieux on se porte. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette table ronde pour faire comment faire plus? Est-ce qu'il y a un point qui vous a frappé? Je trouve que le niveau de maturité, encore une fois en tant qu'observateur, s'est accéléré sur les 3 dernières années. Je rappelle juste que dans 15 ans, on ne connaît pas les emplois dont on aura besoin dans 15 ans. C'est sûr que le digital, on n'en a pas beaucoup parlé, mais donc on est en train de passer d'un modèle où, par rapport à des postes qu'on maîtrisait, on définissait des compétences. Demain, on a besoin de travailler des aptitudes. Ces aptitudes, elles se retrouvent partout, dans toutes les dimensions de la diversité, et c'est notre job de dirigeant que d'aller les chercher. Jérôme Malassigne, pour ou contre les quotas? Oui, je pense qu'on en parlait. Il faut à la fois du quantitatif et du qualitatif. Et il nous faut des quotas. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que, en sortant d'ici, vous vous dites, tiens, je vais faire ça? Moi, je retiens 2 choses. C'est que chacun a un rôle. Et je pense qu'en effet, il y a un besoin de normer, de mettre en place des KPI. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que nous aussi, en tant qu'entreprise, on a une vraie responsabilité. On fait tous partie d'un écosystème. Et je pense que notre rôle, il est d'animer cet écosystème-là. Et notre participation à ce sommet-là, elle en appelle d'autres. Elle doit appeler aussi d'autres entreprises, peut-être plus petites. On a un réseau d'artisans extrêmement fort. Et là, je m'adresse aux électriciens en France. Je pense qu'il y a une énorme opportunité. Et je suis extrêmement optimiste parce que on parle beaucoup de transition énergétique, mais je pense que si on est dans cette transition, en tout cas culturelle, qui est absolument essentielle. Merci. Jean-François Conan. Conan, pardon, excusez-moi. Pas grave. Pour ou contre les quotas, c'est ça? Quotas, pour ou contre? Plutôt contre. Par contre, les objectifs, oui, c'est évident. Et moi, ce qui me semble, c'est que, encore une fois, continuer à résister contre les discriminations au quotidien. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et on a une formidable opportunité, 4 500 000 postes à pourvoir.
on ne peut pas laisser sur le bas-côté des gens qui aujourd'hui sont outsiders. Il faut absolument profiter de cet élan pour inclure, justement. Nicolas Houzé, est-ce que pour Galeries Lafayette, vous pourriez instaurer des quotas? Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que l'idée, quand même, c'est comment faire plus? Plutôt pour. Plutôt pour? Oui, plutôt pour les quotas, parce que je pense que c'est aussi un moyen de sensibiliser. Parce que pour moi, c'est ça aussi le sujet, c'est sensibiliser le corps social de l'entreprise, c'est former, c'est faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs prennent en compte ces questions d'inclusion et soient aussi les moteurs pour faire en sorte qu'ils aient envie et qu'ils soient fiers de travailler dans l'entreprise, dans une entreprise où tout le monde a sa place. Abdel Beza. Je dirais que je crois plus à la conviction et à l'adhésion et moins à la contrainte, donc je ne suis pas pour les quotas. Par contre, je crois fondamentalement que c'est un travail de fond et que le travail de fond, il nécessite une approche structurée dans le temps. La culture de son entreprise, il faut faire confiance à nos collaborateurs, à nos managers, il faut les convaincre. S'ils sont convaincus, on n'a pas besoin de quanti. Oui. Alors, comme on nous a rajouté 3 minutes de plus, même 4 minutes de plus, merci beaucoup. Donc, une question, donc on a un thème dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est le digital. Donc, rapidement, je refais un petit tour de piste. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous pensez que le digital va faciliter l'accès aux gens issus de la diversité? Je ne sais pas qui veut répondre, Mariam Katab, parce que vous n'avez pas répondu sur les quotas, mais comme vous étiez exprimé, c'est pour ça que je ne vous ai pas passer la parole. Est-ce que ça peut changer les choses, bousculer? Alors oui, le digital, bien sûr, moi je crois beaucoup à la tech for good, hein, donc je pense que le digital peut nous aider à augmenter l'impact sur ces sujets-là. Quand on parle de mesure, oui, on peut déjà digitaliser une partie de la mesure et rendre cette mesure beaucoup plus accessible à l'ensemble des entreprises qui veulent se lancer dans la démarche. Et puis après, oui, nous on y croit beaucoup à la Fondation Mosaïque avec notre plateforme Mosaïque Talent. On pense vraiment que de mettre en avant via le digital les soft skills des candidats, ça peut faire émerger un nouveau vivier et rendre visible un nouveau vivier pour les entreprises qui vont un petit peu se détacher du sacro-saint CV, parce qu'on sait que le CV n'est pas toujours représentatif de la richesse d'un parcours. Et donc oui, ça peut absolument booster l'inclusion et je pense que ça peut aussi augmenter l'impact parce qu'on touche beaucoup plus de personnes via le digital qu'autrement. Hubert Côté, Jean-François Connin, je crois que vous vouliez réagir rapidement. Jean-François, vous voulez? C'est un outil, donc on peut faire le pire et le meilleur avec un outil. Hein. On a quand même testé, on a intégré dans le groupe une société d'intérim digital, CAPA, et on a testé récemment le 0 CV, les compétences douces, je préfère le dire comme ça, les compétences douces mises en avant et le 0 expérience, hein, en disant si ce candidat vous convient, vous appuyez sur le bouton et ça a fonctionné formidablement. Donc ça peut, oui. Hubert Côté, vous voulez dire quelque chose? Après, peut-être réaction chef d'entreprise. Vous n'allez pas attendre de moi que je vous dise autre chose, que le digital est un levier assez important. On ne sait jamais. Ce serait à la limite de la faute professionnelle. Mais non, juste en 2 mots, j'ai des tas d'exemples clients qui ont trouvé à l'étage du dessous des compétences qu'ils n'auraient pas imaginées, juste parce qu'à un moment, la technologie a permis de renseigner un certain nombre de choses de manière proactive par les candidats. Donc on voit qu'il y a des gisements. En fait, le digital n'est pas la solution. C'est un véhicule supplémentaire et extrêmement puissant pour accélérer la transformation qu'on opère. Donc ne nous en privons pas. Jérôme Alassine. Ouais, moi, au-delà de l'outil, je voudrais partager une expérience avec vous. On a monté une Digital Factory en France. Plus de 200 personnes y travaillent. C'est 15 nationalités différentes. Et dans le mode de fonctionnement et je dirais dans la formation initiale, c'est aussi extrêmement intéressant. On parle beaucoup de méthode agile. Et quand vous adoptez la méthode agile, vous êtes dans un fonctionnement totalement différent qui est très très proche de la partie inclusion. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est aussi, il faut le dire, des cursus scolaires complètement différents, beaucoup plus novateurs, beaucoup plus participatifs. Et je trouve que c'est un vrai signal de performance. Je ne sais pas si Adil ou Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Je dirais que le digital, il faut faire attention aussi parce que ça crée une nouvelle discrimination entre ceux qui sont digital savvy et ceux qui ne le sont pas. Donc, comme on a déjà beaucoup de boulot à lutter contre les discris,
N'oublions pas qu'il faut savoir intégrer, tenir compte et construire un monde où ceux qui ne sont pas si digitales que ça puissent continuer à contribuer à durer. Et trouver leur voie. Et Nicolas. Oui, le digital a révolutionné le monde, a révolutionné nos vies, donc par définition, ça révolutionnera aussi nos façons de recruter, nos façons d'intégrer les différentes personnes dans l'entreprise. Donc oui, le digital ne sera qu'un accélérateur de cela. Et de mesurer ces diversités pour aller plus loin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci messieurs, merci Myriam Katab. Et un grand merci Edwige, quelle maîtrise de la mesure du temps. Merci à vous tous également. Alors on va poursuivre donc ces échanges, le temps de partager avec vous la suite de cette consultation citoyenne dont je vous parlais tout à l'heure. Ça s'appelle parlons-égalitédeschances.fr, donc soit sur le site dédié, soit carrément sur le badge, sur votre badge, il y a un QR code, vous pouvez flasher et répondre également à cette consultation. Il y a plein de questions qui sont posées, questions qu'on a aussi posées dans la rue de manière tout à fait aléatoire pour le sommet de l'inclusion justement. Regardez et on se retrouve juste après. Arrêter de juger sur le physique. Je pense qu'une entreprise devrait aujourd'hui s'informer à travers des formations, peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il lui faut dans son entreprise. Pour essayer de mettre en place des choses qui pourraient aussi aider les salariés de l'entreprise. Ce qui sera intéressant, c'est de demander des CV où, par exemple, on envoie un cas pratique. Donc les gens vont juger sur ce qu'on a envoyé comme travail. Et on pourrait mettre, à la place de mettre des photos, on pourrait mettre des emojis. Mon idée, du coup, ça serait que les entreprises mettent en place des CV anonymisés, donc par exemple sans photo et sans nom, et basés du coup exclusivement sur les compétences des candidats. Une des actions prioritaires, ce serait sur le recrutement. Par exemple, je sais qu'en France, il y a beaucoup de CV qui se font sur le sexe, l'adresse et les photos des gens. C'est fédérer tout le monde autour d'un même sujet et de comprendre ce sujet, parce que je pense qu'il faut d'abord comprendre avant d'agir. Ouais, et parce que si on agit sans comprendre, on agit mal. Et du coup, c'est peut-être au cours de formation, de démonstration, aller peut-être dans des entreprises ou voir des cas d'entreprises où ça marche déjà. Voilà, peut-être se dire, écoutez, ça marche, donc pourquoi nous on n'essaierait pas d'autre côté, quoi. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises, puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation, puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise
que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. On ne peut pas être une nation qui vit uniquement de l'importation de l'intelligence des autres, disait-il il y a quelques mois. Dit autrement, pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a chez nous? Et chez nous, on a plein d'idées qui ne demandent qu'à être financées. Merci d'accueillir Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Bonjour, bienvenue à vous. Alors c'est au choix pour cette keynote, soit au micro, soit au pupitre, c'est comme vous le sentez. Alors c'est vrai que 2021 a été une année record en termes de création d'entreprises. Comment rendre l'entrepreneuriat encore plus accessible pour tous? C'est à vous, pendant 6 minutes. 6 minutes, très bien. Bon, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler de ce qu'on fait. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis sur scène aujourd'hui. Je félicite évidemment les organisateurs. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs dans la plupart des événements qu'on crée en ce moment autour de ces thématiques de la création d'entreprises dans les quartiers. C'est extraordinaire. On a eu cette semaine à Villeurbanne un gros événement où sont passés pendant toute la journée à peu près 2000 personnes. La semaine prochaine, on a un événement à Marseille. La semaine d'après, on a un événement à Bobigny. D'ailleurs, on aura le ministre avec nous. Et donc affluence à chaque fois, ce qui montre qu'il y a quelque chose de très profond dans la société française. Alors que fait BPI France? Je vais vous raconter en 2-3 mots et quelques chiffres. On a lancé en 2019 un programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous. À l'époque, c'était Julien de Normandie qui était ministre. Et Julien m'avait dit il faudrait qu'on fasse vraiment une BPI dans les quartiers. Et je lui avais dit on ne va pas faire une BPI pour les quartiers. La BPI, c'est la BPI de la France. C'est BPI France, BPI toute la France. Donc on va juste continuer de déployer au plus profond des quartiers les idées, les dispositifs, les process, les solutions de BPI France. Et on a lancé ce programme Entrepreneur pour tous. Aujourd'hui, on couvre à peu près 60% des QPV. Donc on n'est pas encore à 100%, mais on a beaucoup progressé. Et on a fait beaucoup de choses. On a touché depuis début 2019 à peu près 60 000 personnes. Donc c'est très important. Et on a contribué à la création de 6 000 entreprises. On a créé des accélérateurs qu'on avait créés auparavant pour d'abord les startups, puis ensuite on les a fait pour les PME, on les a fait pour les entreprises de taille intermédiaire, on les a fait dans toutes les régions de France. Et évidemment, quand Julien m'a demandé d'avancer sur ces nouveaux territoires, j'ai dit on va faire des accélérateurs. Et on a donc créé des accélérateurs partout en France pour petites entreprises issues des quartiers de la politique de la ville. Et sont passés par nos accélérateurs 2000 entrepreneurs. Alors évidemment, ce n'est pas BPI France qui le fait en direct, comme on le fait pour les autres, on le fait au travers des réseaux associatifs que nous finançons. Donc nous avons 13 partenaires pour monter ces accélérateurs partout en France. Le premier d'entre eux, historiquement, ayant été Entreprendre dans la ville, que j'avais rencontré à Lyon. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait et je leur ai donné très rapidement les moyens de dupliquer un peu partout en France leur initiative. On a d'ailleurs remis, c'était il y a 1 mois et demi à peu près, les diplômes de Entreprendre dans la ville. C'était à la station F et c'était un de ces événements formidables qui jalonnent notre initiative commune, notre vie commune au service des entrepreneurs dans les quartiers, avec des projets absolument incroyables. Donc les accélérateurs, j'y tiens énormément. On va continuer de les déployer partout en France. Et on est dans l'idée, dans les années qui viennent, de faire passer à nouveau plusieurs milliers d'entrepreneurs dans ces accélérateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur? C'est simplement la possibilité pour un entrepreneur d'être accompagné et de travailler en collectif avec d'autres entrepreneurs qui se donnent des conseils les uns les autres, qui restent ensuite amis les uns des autres, qui ont leur boucle WhatsApp dans lesquelles on s'échange des best practices, on se donne des coups de main. Et on tient dans ce qui est quand même la vie quotidienne de l'entrepreneur, qui est la solitude. Et donc pour ça, il faut du collectif. Et le collectif, ce sont les accélérateurs de BPI France. Ensuite, on a eu l'initiative de passer à une nouvelle échelle, quelque chose qui avait été inventé par la Caisse des dépôts et consignations, qui nous avait transmis cet héritage-là, qui était ce qu'on a appelé les Cité Labs. Je ne sais pas si vous connaissez les Cité Labs. Donc les Cité Labs sont un peu les
les ambassadeurs de l'ensemble des dispositifs de BPI, donc dans les quartiers, on en a maintenant 100. Hein, ils sont fondamentaux. Pour moi, c'est une équipe essentielle à laquelle je parle régulièrement et qui, au fond, à la rencontre des entrepreneurs dans les quartiers, leur explique la boîte à outils. Sachant que la boîte à outils, elle est toujours un peu compliquée, c'est tout à fait naturel. D'abord, il y a plein de réseaux d'accompagnement, il faut se repérer dans les réseaux. Et puis ensuite, il y a différentes catégories de prêts d'honneur, il y a les accélérateurs, il y a des mentors, il y a quantité de choses. Se repérer là-dedans, il faut bien un CityLab pour faire ça. Hein. Donc les CityLab, il y en a 100. Et je voudrais qu'on augmente leur nombre de manière significative dans les années qui viennent. C'est un peu les îlotiers qui sont constamment présents sur le terrain, qui viennent du terrain, qui sont cofinancés par la BPI et les collectivités locales. Voilà. Alors ensuite, on a passé aussi un cran en se disant qu'on allait investir dans des bus. Des bus qui... Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait des agences? Et très rapidement, non. D'abord, on ne peut pas faire des agences dans 74 ou dans même 250 quartiers de la politique de la ville, ça ne tient pas. BPI France, à nous seuls, nous avons 55 agences en France. Hein. Donc on n'est pas dans un modèle qui est un modèle dans lequel on aurait des milliers d'agences, ça ne peut pas marcher. En revanche, comment est-ce qu'on peut avoir une démarche d'aller vers, puisque tout ce qui qualifie notre action, c'est l'aller vers, qui soit aussi moderne que possible. Bon, on s'est dit, on va faire des bus. Hein, et donc on a aujourd'hui 9 bus, qui sont des bus jaunes, dans lesquels vous avez, au fond, toute la signalétique des réseaux d'accompagnement, boutiques de gestion, ADI, Initiative France, France Active, etc. On parle de Mosaïque, bien sûr, et de l'ensemble des partenaires. On va, en 2023, passer à 20 bus de plus. Hein, donc, ne soyez pas surpris si vous voyez dans certains quartiers circuler des petits bus jaunes. Ce sont les bus de Entrepreneuriat pour tous, by BPI. Si je puis dire. Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils font savoir que on est là à telle heure pour répondre aux questions des intentionnistes, en fait, parce qu'il y a dans les quartiers énormément d'intentionnistes qui ne passent pas à l'acte. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les intentionnistes, toute cette espèce de volonté naturelle, d'énergie native dans les quartiers, passent à l'acte, c'est-à-dire franchissent le pas et se disent le moment est venu de ci, le moment est venu de ça, après tout, je n'ai pas peur, je sens bien que je serai accompagné. Les bus servent à ça. Voilà. Donc là, je viens de vous donner un certain nombre d'éléments, vous me regardez de plus en plus, ce qui veut dire que j'ai probablement déjà terminé, c'est ça? Ben voilà, c'est fini. On va croiser vos bus de plus en plus l'an prochain, si j'ai bien compris. Un grand merci, Nicolas Dufourcq. On va accueillir maintenant l'homme qui a fondé la plus grande entreprise sociale d'Europe. Ancien travailleur social, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat à l'époque où l'économie sociale et solidaire n'était pas franchement une priorité. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe de 650 associations et entreprises sociales. Merci d'accueillir Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS. Bonjour, bienvenue. Donc c'est pareil, soit le pupitre, soit le micro, mais je crois que vous êtes très à l'aise en centre-scène avec un micro. Alors le groupe SOS, c'est 22 000 salariés quand même en France. Aujourd'hui, c'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap d'un bon management, pour ne pas, en quelque sorte, perdre son âme d'employeur justement social et solidaire? C'est à vous pendant 6 minutes. Merci, bonjour à toutes et tous. En fait, on ne devient jamais employeur. On gère une communauté d'entrepreneurs, un peu comme la BPI, sauf que les entrepreneurs sont réunis dans un groupe un peu particulier, puisqu'il n'y a ni actionnaires ni dividendes, puisque c'est un groupe de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on trouve les bonnes fréquentations, Saïd, merci. On trouve des camarades que j'ai croisés en venant ici, à partir d'une conviction, puisque nous n'avons pas de capitaux, on a des convictions. Alors, il y a des gens qui ont des capitaux et des convictions. Et nous partageons nos convictions, d'autres pourraient partager plus leurs capitaux. Mais je ne parle évidemment pas de BPI qui passe son temps à faire ça. La conviction, c'est que personne n'est inemployable et qu'au moment où des centaines de milliers d'emplois sont disponibles, il y a des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, de migrants qui sont prêts à bosser, qui sont prêts à s'engager
et que nous devons accueillir convenablement. Alors d'abord en luttant contre quelques préjugés, mais je crois qu'en étant chez Mosaïque, on est un peu dans le temple de la lutte contre les préjugés. Il y a 30 minutes, j'étais dans le centre de Paris avec une centaine de jeunes teamers. Les teamers, ce sont des gosses qui appartenaient aux NEETs, les 1 200 000 gamins qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage, et qu'on est allé chercher dans des quartiers, un peu les mêmes que ceux de notre camarade Nicolas, qu'on a accueillis et qu'on fait travailler pendant un an, accompagnés par le gouvernement, pour leur permettre de découvrir des emplois auxquels ils n'avaient pas pensé. Et donc, on leur présente, entre autres, les métiers du travail social, les métiers des EHPAD, les métiers des aides-soignants dans les hôpitaux, sujets sur lesquels le groupe SOS doit avoir 400 postes disponibles à travers le pays. Et donc, on fait en sorte que ces jeunes filles et ces jeunes gens puissent découvrir ces métiers. On les accompagne, on les prend comme stagiaires, on les prend en contrats divers et variés pour leur permettre d'apprendre un métier en faisant passer des CAP ou des dispositifs divers. Et donc la conviction, c'est que ces jeunes-là sont absolument capables de bosser et d'apporter de la richesse. Apporter de la richesse, c'est apporter du sens et apporter du bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas incompatible avec la valeur. Créer de la valeur, c'est bien. Moi, je rêverais de faire des super profits. Alors, je sais que c'est vraiment la plus mauvaise des idées de le dire en ce moment, mais je rêve de faire des super profits parce que je sais que les équipes d'SOS pourraient les utiliser super bien au profit du bien commun. Et donc, le premier sujet pour un groupe comme le groupe SOS, c'est évidemment d'être utile. Alors, comment fait-on pour se développer? En se jetant avec férocité sur tous les nouveaux enjeux. Comment fait-on aujourd'hui pour faire face à la transition écologique? Il n'y avait pas de dispositif dédié au groupe SOS il y a 3 ans, et aujourd'hui, il y a 1400 salariés qui travaillent sur la transition écologique dans la maison du groupe SOS. Comment on fait pour accueillir successivement les équipes qui sont arrivées d'Afghanistan, en ce moment du Mali? Comment on fait pour que tous celles et ceux qui ont envie de venir participer puissent être admis? Alors évidemment, on a besoin de politiques publiques audacieuses. L'idéal serait qu'on puisse obtenir un permis de séjour et un permis de travail à partir du moment où on est statutaire. Mais je pense que ça devrait pouvoir s'arranger dans les mois qui viennent, et on va faire en sorte que ça le soit. Donc, accueillir tous ces talents, apprendre à employer. J'avais développé aussi le sujet de l'employeur habileté il y a quelque temps dans un rapport pour Muriel Pénicaud. Le sujet, c'est effectivement apprendre aux jeunes à tenir un emploi et apprendre aux entrepreneurs à recruter ces talents particuliers, quelquefois atypiques, mais qui ont tellement de choses à apporter, tellement de choses dont nous avons tellement besoin. Donc, objectivement, le sujet chez nous, c'est d'être pas trop mauvais sur l'économique, pas trop mauvais sur l'écologique, pas trop mauvais sur le social, et c'est le sujet de tout entrepreneur social depuis toujours, depuis l'époque où le groupe SOS est né, donc il y a 38 ans, c'est d'essayer de calculer son impact. Et mesurer l'impact, c'est important pour tous, pas simplement pour le groupe SOS. Je fais partie de ceux qui se sont fait quelques amis dans l'économie sociale en déclarant partout que les statuts ne faisaient pas la vertu. Donc je persiste, les statuts ne font pas la vertu. Il existe des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles, des mutuelles qui coûtent trop cher en frais de gestion, et puis il existe des entreprises de capitaux qui ont un impact positif sur l'environnement, sur le social et sur l'économique. Et encore une fois, je pense que c'est l'union de ces deux dispositifs, parce qu'il n'y a qu'une économie et pas deux économies, l'union de ces deux dispositifs, l'hybridation de ces modèles entre le non-profit et le profit, qui fait que ça fonctionne. Le groupe SOS n'a pas de capitaux, mais il fait 15% de croissance depuis des années. Il est entièrement dédié à l'intérêt général. Il continue à se développer. Il continue à attirer des talents multiples, des talents sans doute différents de ceux qu'on a attirés il y a 40 ans. Ce ne sont plus que des travailleurs sociaux. Il y a aussi les meilleurs élèves des grandes écoles qui se bousculent dans les services RH du groupe SOS. D'ailleurs, entendre
les élèves en sortant de promo qui ont déclaré qu'ils choisiraient depuis les grandes écoles des entreprises qui avaient du sens. On comprend bien que tout ça, c'est partager les valeurs pour partager la valeur essentielle, c'est-à-dire le bien commun. Merci. Merci Jean-Marc Borrello pour ce mot de la fin, ces valeurs et cette valeur.